Vous le savez maintenant, nous avons organisé un jeu concours avec Alain Juillet et je vous donne rendez-vous à la fin de cette émission pour répondre aux modalités et pour participer à ce jeu. Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Une émission un peu particulière où nous allons plutôt parler état d'esprit. À cet état d'esprit qui faisait la force de la France, nous avons invité l'amiral Finaz. Bien évidemment, une énorme carrière en mer, pour finir directeur de l'école de guerre. Et Marc Guillemot, un grand skipper qui a fait toutes les courses mythiques transatlantiques, en solitaire ou en équipage. Et on va pouvoir échanger avec eux et parler en fait des défis et de la liberté d'entreprendre et de prendre du risque. Ce qui peut-être manque un peu à la France aujourd'hui, mais on va le savoir très vite. Quand on regarde l'histoire de la France, et la France est les grands pays dans la conquête du monde, lorsqu'on s'agissait de faire la conquête du monde, les pays ont toujours su prendre, les dirigeants des pays ont su prendre les risques. Quand on regarde le monde de l'entreprise, c'est pareil, il faut prendre des risques, parce que sinon on n'y arrive pas, ça ne marche pas. Et en France, on est les seuls au monde à avoir inventé quelque chose qui est à mon avis mortifère, qui s'appelle le principe de précaution. Non seulement on l'a inventé, mais on l'a mis dans la Constitution. Là, c'est la totale. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas prendre de risques parce que ça peut poser un problème. Or, toute activité humaine, sans prise de risque, ne peut pas durer longtemps. Elle disparaît tôt ou tard. Ça ne veut pas dire que ça va être un risque stupide. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des risques fous. Ça veut dire simplement que toute activité, on a besoin de prendre une part de risque pour pouvoir y arriver. Alors, je suis ravi qu'on ait l'occasion de pouvoir en parler avec deux experts. Et je pense donc que c'est très intéressant qu'on puisse dialoguer pour voir comment, dans une société qui se meurt par justement refus de prendre du risque, eh bien, on peut trouver des ressources pour en prendre de manière intelligente et pouvoir se relancer. Quand on commande un navire, quand on est un pacha, comme on dit, le risque, vous l'avez tout le temps, en définitive. Être un marin, c'est appareiller. Et ce que je dis là est aussi valable pour moi que pour Marc. Et donc les hommes et les femmes d'appareillage, déjà par nature, sont des hommes et des femmes qui acceptent l'idée du risque. Ils ont d'autant plus raison que de toute façon, le risque, c'est consubstantiel à la vie, indépendamment des marins. Bien d'accord. Évidemment encore plus fort pour des marins. Ça l'est encore plus pour un marin de guerre ou pour un marin qui, comme Marc, a fait des courses qui ne sont pas des croisières, en tout cas non, pas seulement des croisières, mais c'est de toute façon déjà pour chacun d'entre nous, le risque est consubstantiel à la vie. Donc imaginez qu'on puisse l'écarter par simple décision législative ou constitutionnelle, c'est même pas idiot, c'est profondément dramatique. Alors en plus, au-delà de chacun d'entre nous, les marins comme Marc et moi, lorsque nous appareillons, nous acceptons l'idée du risque parce que la mer est une confrontation permanente au risque potentiel. Ça ne veut pas dire que c'est systématique. On peut naviguer sans prendre beaucoup de risques. Mais en tout cas, naviguer, c'est déjà accepter l'idée du risque. Quand en plus vous êtes un marin de guerre et que vous appareillez pour éventuellement mener des combats sur mer, ça c'est évidemment encore plus. Et c'est donc quelque chose qu'il faut sans cesse évaluer, parce que nous ne sommes pas des étourneaux. Quand vous partez soit pour une course transatlantique, soit pour un Vendée Globe, ou alors parce que vous êtes le commandant d'un bâtiment de combat et qu'il y a une mission à mener, évidemment, vous allez sans cesse essayer d'évaluer le risque, pas parce que vous en avez peur, mais parce que vous avez une mission à remplir, et que si vous avez quitté votre port, c'est pour remplir cette mission et ne pas échouer. Et donc, le risque étant une possibilité d'échec de votre mission, de toute façon, déjà, vous l'évaluez pour remplir votre mission. Pas seulement pour sauver votre peau, ou pas seulement parce que vous avez la pétoche, non, parce que vous avez une mission à remplir. Oui, bien sûr. Ce qui est aussi, d'ailleurs, le terme de mission, il se comprend très aisément pour le commandant d'un bâtiment de guerre, mais je veux dire, quand Marc appareille pour le Vendée Globe, il sait donner une mission. Il sait donner une mission. Et il veut la remplir. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de choses qu'il doit évaluer. Mais en tout cas, il n'aurait pas fait ça, nous ne faisons pas ça, sans accepter cette confrontation et cette rencontre du risque. Mais ça s'appelle la vie, tout simplement. L'évaluation du risque, en définitive,
Il est fait comment? On a une mission, comme vous disiez, il y a une mission et on dit on va tout faire pour y arriver. Mais est-ce qu'il y a aussi le fait qu'on prend en compte un certain nombre de risques possibles qui pourraient perturber tout, qui pourraient arrêter tout? Si on appliquait déjà avant de partir ce principe de précaution que moi personnellement je trouve d'une profonde débilité. On est d'accord. Je pense moi j'aurais jamais passé les digues d'un port. Hein. On bien serait sûr. resté amarré au ponton ou à un corps mort. Et j'aurais pas vu la moindre vague au large. Donc ça, c'est vraiment un truc, lorsqu'on est marin, que ce soit sur bâtiments de guerre, de commerce, ou enfin, dès qu'on va en mer, il faut accepter un certain nombre de risques. Et de les accepter, ça veut aussi dire de les apprécier, de les évaluer. Parce qu'en fait, dans le risque, il y a plusieurs choses. Il y a le risque qu'on prend lorsqu'on va en mer avec les éléments pour aller... Parce que la mer est un milieu hostile, enfin peut devenir un milieu hostile lorsque le temps est mauvais. Donc là, il y a un risque à évaluer par rapport à sa machine, son bateau. Il y a aussi un risque là qui n'entraîne pas de problème humain, c'est-à-dire le risque qu'on prend quand on fait un choix tactique pour aller du point A au point B. On se dit ici, à l'ouest, ça passera peut-être mieux, etc. Donc là, c'est plutôt un risque de performance. Donc ça n'entraîne pas du tout de sujet au niveau de la sécurité humaine, voilà. Et lorsqu'on est en mer, justement, on essaie d'évaluer tout ça. Alors, évidemment, la priorité, c'est le risque humain, surtout quand on est en équipage, mais en solitaire aussi. Et d'essayer d'évaluer, de savoir où on met le curseur, pour savoir jusqu'à où on peut aller. Il y a tout un tas de choses qui font qu'on essaye de se préparer ou de diminuer un petit peu le taux du risque. Mais cette notion de risque ne peut pas s'envisager sans avoir en face de nous ces 4 points cardinaux, voilà un langage de marin, ces 4 points cardinaux que sont la mission ou le but, le sens porté par cette mission, les circonstances dans lesquelles effectivement on se trouve pour accomplir cette mission, et ceux avec qui nous sommes. Et donc la notion de risque, il faut l'inscrire au centre de cette géographie, qui est d'ailleurs extrêmement belle et noble, qui est la géographie naturelle des marins, de nos 4 points cardinaux. Quelle est notre mission ? Quel est le sens de toute cette histoire ? Quelles sont les circonstances auxquelles nous sommes confrontés ? Et avec qui ? Ce qui est frappant quand on est dans des organismes, comment vous faites, ou comment vous expliquez, ou comment ça se passe au niveau de la prise de risque que vous prenez, et pour que tout le monde adhère, et pour que les gens soient convaincus. Alors bien sûr, même s'ils vous connaissent, comment ça se passe ? Alors, c'est la problématique de la confiance que vous évoquez et qui est fondamentale. Et alors, il se trouve que j'en parle, non pas dans le groupe du risque, mais j'en parle dans un livre qui s'appelle « La liberté du commandement », dont le sous-titre est « L'esprit d'équipage », et parce que c'est au cœur de la notion d'équipage. Cette confiance, en fait, on y va parce que chacun a confiance dans tous les autres. Chacun des équipiers est aussi important que le chef. Il y a des fonctions différentes, effectivement. Il y en a un qui assure la fonction d'être le chef. Les autres, dans un équipage, ont chacun différentes fonctions. D'ailleurs, sur un bateau, on n'a jamais une seule fonction. On a toujours plusieurs fonctions. Mais tous portent la même responsabilité. Et la notion de la confiance, c'est pas une histoire à sens unique des équipiers vers le chef. C'est dans les deux sens, et c'est même plus que dans les deux sens, c'est vis-à-vis de chacun des membres de l'équipage. Et ça doit se bâtir. Et ça doit se bâtir parce que la hiérarchie, qui n'existe pas que sur les bateaux, mais qui existe tout particulièrement sur les bateaux, la hiérarchie est là pour que lorsqu'on est au combat, dans le monde où je viens, ou lorsqu'on a effectivement à combattre quelque chose de difficile qui peut être la mer elle-même et une tempête, bien souvent à ce moment-là, on n'a plus le temps d'échanger. Donc la hiérarchie, pour être efficace, elle existe parce que dans ces situations particulières, face à la violence et la rapidité du combat, on n'a plus le temps d'échanger sur un bâtiment de guerre. Et donc à ce moment-là, le système hiérarchique est là pour répondre à ça. Je trouve qu'il est beaucoup plus complexe que l'on l'imagine parce qu'il repose sur des tas de délégations, ce qui est aussi la même chose sur un équipage de course. Mais là, on n'a plus le temps d'échanger. Et en revanche, pour que ça marche, il faut que cette confiance soit là. Bon, dans les forces spéciales, par exemple, quand on part en équipe, une petite équipe, on sait que durant la mission, pour reprendre le terme de mission que vous employez, durant la mission, à certains moments, un
des membres va être le chef de l'équipe, c'est-à-dire pour une particulière. Et donc, il y a un patron de l'ensemble, mais à certains moments, c'est un autre qui commande. Et tout le monde l'accepte parce que, à ce moment précis, c'est lui le spécialiste ou c'est elle la spécialiste, et donc c'est elle qui doit faire l'opération parce que les autres ne sauraient pas bien le faire. Bon. Mais il y a toujours quelqu'un qui coordonne l'ensemble et qui, le reste du temps, pilote. Alors vous avez une expérience formidable, vous avez tout fait dans ce domaine de la voile. Naturellement, vous vous imposez maintenant parce que vous avez acquis l'expérience. Mais à quel moment ou comment, en définitive, vous vous êtes peu à peu imposé comme le meilleur pour votre équipage, hein. Peut-être le plus d'expérience, peut-être le plus expérimenté. Et puis, de fait, son expérience et puis peut-être des résultats qu'il a pu faire, il impose une certaine autorité, même si, enfin, quand je parle d'autorité, c'est pas une autorité hiérarchique. Non, bien sûr, non, mais c'est clair. Et puis, je trouve que ça se passe assez naturellement et on le voit sur un bateau lorsqu'on est en course, lorsqu'il y a un souci, parce qu'en fait, quand il n'y a pas de souci, tout va bien. Lorsqu'il y a un souci, moi, je vois bien les petits soucis qu'on a eus sur des bateaux, que ce soit un dématage ou autre chose. Tout de suite, quand c'est en équipage, bien sûr, tout de suite l'équipage regarde et attend du skipper qui décide quelque chose. Donc, même si à ce moment-là, je peux quand même demander à tel ou tel équipier son avis, mais tout le monde va venir vers le skipper pour savoir quelle serait la meilleure décision à prendre par rapport à un bris de voile, un bris de mât ou je ne sais quoi, voilà. Vous faites des choix très précis pour l'équipage, un tel, par rapport au bateau, par rapport à la course, vous choisissez très précisément l'équipage ? Ou pas par rapport, enfin l'équipage il est choisi par rapport à ses compétences et peut-être aux affinités qu'on a pu avoir, voilà. Et puis enfin c'est surtout enfin c'est un mélange des compétences et des affinités. Et si on le prend par rapport à ses compétences, c'est aussi parce que c'est des gens qui ont un peu d'expérience ou enfin qui ont vécu des choses aussi. Et puis en même temps, j'aime bien le mélanger, cet équipage de personnes expérimentées avec des tout jeunes qui ont moins d'expérience, mais qui ont toujours un apport très bénéfique pour l'ensemble de l'équipage. Et en fait, moi, j'aime bien cette harmonie entre vieux, entre guillemets, et jeunes, parce qu'on a beaucoup à s'apporter mutuellement. Voilà. Le partage. Marc nous dit, ces décisions partagées avec mon équipage, elles sont plus fines, plus intéressantes, meilleures. Ça, les marins de la marine de guerre l'ont compris depuis toujours. Le commandant d'un bateau de guerre, indépendamment du combat, tout à l'heure, le combat, on a besoin d'un système hiérarchique fort, beaucoup plus complexe qu'on l'imagine, parce qu'il repose sur plein de délégations, donc vous voyez que c'est déjà autre chose, mais parce qu'on n'a pas le temps d'échanger. Mais en dehors de ce cas particulier du combat, en dehors des cas très particuliers où effectivement, face à la mer, il y a une décision urgente et compliquée à prendre sur un voilier de compétition, plus on échange, plus on bâtit un système qui va être performant. Vous n'imaginez pas combien il y a de commissions à bord de nos bâtiments de combat. On a des commissions sur tous les sujets. Vous trouverez aucun système au monde qui ait autant de commissions que nous. Même à la CGT, ils n'ont pas autant de commissions que nous. Et pourquoi on fait ça ? On fait ça pour 3 raisons. Et les raisons de mon monde à moi, je suis sûr que Marc les partage complètement. Première raison, les marins comme nous considèrent que quand vous êtes 10 pour résoudre un problème compliqué, il y a plus de chances qu'on ait des bonnes idées que si on est tout seul. Première raison. Deuxième raison, très intéressante dans le monde d'aujourd'hui, on fait ça à bord de nos bateaux parce que, en faisant cela, dans ces commissions, on réunit des gens qui pourraient très bien ne jamais se rencontrer. Dans le monde du télétravail, on gagnerait tous à réfléchir à ça. Le mécanicien qui travaille dans les cales du bateau, il pourrait très bien ne jamais rencontrer le timonier qui travaille à la passerelle. Les marins comme moi considèrent que imposer aux gens de se rencontrer, c'est pas idiot. Parce que c'est intéressant pour la performance et c'est intéressant pour la micro-société que nous constituons. Et troisième raison, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est par ce processus participatif quotidien que nous bâtissons cette confiance qui ensuite est nécessaire au combat lorsqu'on n'a plus le temps d'échanger. Dans la marine et dans les armées en général, on n'obéit pas à un ordre parce qu'il nous est donné. On n'obéit pas à un ordre parce que celui qui est le chef serait le meilleur. C'est faux dans le système, sur plein de sujets. On obéit à un ordre parce qu'on a confiance dans celui qui nous le donne. Et cette confiance, elle doit se bâtir au quotidien. Et quand on a compris ça, on bâtit un système qui est à la fois harmonieux
et performant, que ce soit un équipage de voilier de course, que ce soit un équipage de navire de guerre, que ce soit une équipe, une entreprise de n'importe quel système. Alors justement, ce qui est intéressant, je trouve, en regardant vos deux expériences, c'est que d'un côté, on parlait pour course à la voile, par exemple, sur un bateau, l'équipage, en définitive, sont des gens qui se connaissent plus ou moins, et qui viennent avec un skipper qui, lui, est un capitaine qui est connu, qui est reconnu, et qui va être... Dans la marine de guerre, comme vous dites, c'est très différent parce que, en définitive, tout le monde est désigné par la marine, et vous vous trouvez avec des gens qui peuvent être très différents de vous, vous n'en donnez pas forcément avec eux, mais dans le système, ça va fonctionner. De manière assez générale, le skipper, surtout si c'est une personnalité connue et reconnue d'un grand voilier de course, il va choisir son équipage. En tout cas, c'est assez courant. Oui, enfin, en partie au moins. C'est assez courant, vous avez raison, et il les choisit, et Marc l'a dit tout à l'heure, parce qu'effectivement, il est conscient de l'apport que chacun va pouvoir effectivement constituer pour l'équipe. Un bâtiment de combat, le commandant, dans la marine en général, dans les armées en général, on ne choisit pas son équipage, on ne choisit pas ses adjoints. Alors, ça n'est pas sans poser quelques problèmes, mais c'est une immense vertu d'entreprise. C'est une immense vertu d'entreprise parce qu'elle conduit chacun à apprendre à travailler avec tous, quelles que soient les circonstances. Et donc c'est une vertu collective d'entreprise extraordinaire. Mais c'est bien parce que l'équipage ne se constitue pas sur des affinités sélectives initiales que les marins ont compris que cette confiance, il fallait la bâtir par cette participation permanente dès qu'on le pouvait. Et c'est ça qui impose. Et puis, c'est l'idée que, malgré nos fonctions différentes, on a des fonctions différentes pour des raisons extrêmement claires. On n'a pas les mêmes talents. On n'est pas issus des mêmes formations, on n'a pas suivi les mêmes sélections. Et dans un système à peu près pensé intelligemment et ensuite incarné de manière cohérente, votre fonction procède de vos talents, de vos formations et des sélections. Oui. Ça, c'est normal. Mais, quelle que soit cette affaire-là, on a tous la même responsabilité. J'ai lu ça alors par un exemple maritime très simple. Lorsque je commande le La Touche-Tréville, que je viens d'évoquer, cette frégate anti-sous-marine, et qu'on rentre à quai, ma responsabilité, ma mission de commandant, c'est de venir garer le La Touche-Tréville. C'est quoi le La Touche-Tréville ? C'est un truc qui fait 150 mètres de long, 6000 tonnes, et qui vaut, Marc va être jaloux, 500 millions d'euros. Oui, ça vaut beaucoup d'argent. Il a passé un temps de sa vie à trouver de l'argent pour construire ses beaux bateaux. Oui, ça, le La Touche-Tréville, 500 millions d'euros. Ma fonction de commandant à ce moment-là, c'est de conceptualiser la manœuvre et de l'ordonner. Et puis j'ai à mes côtés un jeune homme, une jeune femme, que je n'ai pas choisi, qui est barreur. On a malgré tout formé pour ça. Et alors, c'est quoi la barre sur ces bateaux ? C'est pas du tout barré comme les voiliers que Marc connaît. En fait, c'est un simple interrupteur. Il y a une espèce de roue, mais pour des raisons ergonomiques. En fait, c'est un interrupteur. C'est droite-gauche. C'est pour ceux qui se souviennent des films Les Visiteurs. En fait, c'est Jacouille qui fait jour-nuit, journée, journée. Vous pensez ce que vous voulez du commandant qui se conceptualise et qui ordonne, le nez au vent sur l'aileron de la passerelle, avec ses gros galons dorés sur ses manches et 10, 20, 30, 50 personnes qui l'écoutent religieusement, et mon pauvre Jacouille dans sa fosse de barreur qui fait droite-gauche. C'est ce que vous voulez de ces fonctions. Ça n'a en fait aucun intérêt. Si vous n'avez pas compris qu'à ce moment-là, nous sommes tous les deux aussi importants l'un que l'autre. Nous portons la même responsabilité. Parce que si quand je dis à droite 20, il met la barre à gauche, c'est lui qui crache les 500 millions d'euros. À l'inverse, si moi je dis à gauche 10, alors qu'il aurait fallu dire à droite 20, c'est moi qui... Nous portons la même responsabilité. Et bien ça, c'est clé pour la performance, et en plus, c'est un ciment social exceptionnel. Nous avons des fonctions différentes, nous portons la même responsabilité. Et donc, dans la marine, à bord de nos bâtiments de combat, nous nous évertuons à faire comprendre cela à tout le monde. Et c'est ça, au résultat, qui fait que, dans un équipage, alors en plus, pas de 5, 10 ou 15 pépères, mais de 200, 300 ou 1000 personnes qui ne se sont pas choisies, on arrive à cette alchimie de la performance. Et c'est ce que les marins, comme Marc et moi, appelons l'esprit d'équipage. J'ai vécu un moment assez particulier, justement, un peu dans la marine, mais un petit peu... J'ai été reçu à bord d'un sous-marin, le Ruby,
Le rugby, oui. Le rugby. Et donc, j'ai passé 36 ou 40 heures à bord. Et là, j'ai vraiment découvert un petit peu le fonctionnement, le partage. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de cette particularité, en tout cas, que j'ai découvert. Et de ce partage de décision, enfin de commandement, enfin c'est tel que je l'ai vécu. Et puis après, on a plongé parce que le sous-marin il sortait de carénage. On a fait des essais à 20 mètres, puis 100 mètres, puis 150, puis 300. Et c'est marrant parce qu'à 300 mètres de profondeur, moi j'étais un petit peu angoissé, pas angoissé, stressé, mais j'ai senti qu'il y avait un moment assez particulier dans l'équipage, plus personne ne parlait, on sent qu'il y a une concentration maximum. Non, une pression même c'est même physique. Et là, c'est vraiment le commandant, on dit le commandant aussi. Ouais, le commandant. Hein, qui a l'attention surtout. Oui. Et on sent une attention particulière de tout l'équipage. Enfin, il n'y a plus le côté un peu décontracté quand on croise quelqu'un dans les coursives. Et pour moi, c'était une expérience assez courte, mais vraiment intéressante parce que ça m'a permis de découvrir un petit peu ce monde de sous-mariniers qu'on ne connaît pas, qui vit des choses. On parlait du risque tout à l'heure. Quand on est à 300 mètres de profondeur, c'est pas anodin. Dès que vous êtes sous l'eau, c'est dangereux. C'est dangereux. En plus, on voit rien. On n'est que sur de l'estime. On fait une navigation à l'estime, même s'il y a des appareils qui permettent de... Non, vous avez raison, c'est de l'estime. C'est quand même de l'estime. Même. Ce qu'on dit jusqu'à maintenant sur les fonctions, la responsabilité, la confiance, la participation, ça concerne tous les systèmes. C'est pas propre aux marins que nous sommes. Mais dans l'histoire que Marc vient de raconter, on aborde là une particularité des marins. Et vous allez voir, d'ailleurs, je ne devrais pas raconter ça parce que vous allez comprendre que nous sommes performants sans vertu. C'est une affaire d'instinct de survie. Difficile de trouver quelque chose de plus fort chez l'homme que l'instinct de survie. Trouvez-moi un concept. L'instinct de survie, c'est clair. Le moindre marin, aussi couillon soit-il, son instinct de survie lui fait comprendre que s'il ne se met pas au service de son équipage, la communauté dans laquelle il vit et il travaille, il va le payer lui-même. Oui, c'est ça. Donc, l'instinct de survie. Alors, ce que je dis, c'est vrai aussi sur les voiliers de marin. L'instinct de survie fait de tout marin un être social au service de sa communauté. Naturellement. Lorsqu'il y a une équipe qui fonctionne, bien homogène et qui fonctionne bien, vous avez raison, l'esprit de survie se met au service des autres, fonctionne au service des autres. Alors que l'individu, en tant que tel, c'est exactement le contraire, ce que vous disiez très justement. Donc le groupe est réellement homogène, constitué, a beaucoup plus de chances de réussir que, je dirais, un groupe hétéroclite. Ce que vous dites, pour moi, c'est la justification, justement, de la nécessité de former des groupes, alors équipage, qui permettent de s'en sortir dans une situation difficile, parce que s'il n'y a pas cette homogénéité, vous ne pourrez pas y arriver. Alors, vous avez raison, on peut même aller plus loin pour revenir à notre sujet du jour, qui est le risque. C'est que vous voyez bien que si vous acceptez l'idée du risque, ça va vous aider à constituer un groupe performant. Exactement. Et donc, refuser le risque, c'est idiot parce que c'est consubstantiel à la vie. C'est pas très malin parce que, de toute façon, votre mission, par nature, va vous imposer de vous l'affronter. Donc, vous ne pourrez pas remplir votre mission si vous n'acceptez pas l'idée du risque. Et enfin, et troisièmement, c'est stupide parce que finalement, accepter l'idée du risque, c'est un levier managérial absolument extraordinaire. Moi, j'ai vécu aussi un truc, parce que forcément, à force de naviguer, on vit des choses quelquefois intenses. Et c'était le Vendée Globe 2008-2009 où j'ai dû me rapprocher, à la demande du directeur de course, de Yann Eliès, qui était en grosse difficulté. Voilà. Et là, justement, il y a cette notion de risque qui est, lorsqu'on est en solitaire, là, ça faisait 1 mois et demi qu'on était parti, qui est assez dur à évaluer. En fait, avant de prendre un risque, il faut réussir à s'évaluer soi-même, c'est-à-dire à évaluer où on en est au niveau de l'état de fatigue, parce qu'en fait, si on n'arrive pas à s'évaluer, on peut faire n'importe quoi et faire une grosse connerie. Ce que j'ai failli faire d'ailleurs en tournant autour de Yann Eliès pendant
une trentaine d'heures ou 40 heures, je ne sais plus. À un moment, j'étais tellement désemparé de voir un gars en train de crever, disons ça comme ça, au fond de son bateau et ne pouvant rien faire pour lui. Je me suis posé la question et j'ai même posé la question à terre. Je lui ai dit, je vais me rapprocher de lui, je vais me coller. Il y avait de la mer. Et je saute à bord. Le seul truc, c'est que mais après... on risquait de perdre 2 mecs. Donc lui, Yann et moi, on perdait 2 bateaux parce que le contact, voilà. Et justement, cette notion de, avant de parler de risque, c'est d'être en capacité d'évaluer son état de fatigue, ce que j'avais pas fait parce que j'ai été vraiment très fatigué. Donc là, c'est les conseils qu'on m'a donnés à terre. Elle m'a dit non, fais pas cette connerie. Et heureusement que j'ai pas fait parce que voilà. Mais c'est vrai que quand on est à côté de quelqu'un qu'on voit pas mais qui est en train de crever, disons ça comme ça, psychologiquement c'est vraiment dur. Quel est le prochain risque pour vous? Vous partez naviguer, vous avez un nouveau bateau, comment ça se passe aujourd'hui? Les cours, enfin l'objectif principal pour moi c'est la route du Rhum, parce que même si je suis plus dans des courses IMOCA, enfin les séries phares, j'ai vraiment le projet de refaire une route du Rhum sur ce bateau. Ça sera ma 7e route du Rhum. Je pense que je suis en concours avec Joyon, avec Francis Joyon. Mais enfin bon, l'idée c'est pas elle a lieu quand? C'est en novembre 2026. Bon, d'ici là, il faut que je réunisse un petit peu les finances. Enfin, l'idée c'est pas de faire une énième course. L'idée c'est de refaire une compétition et d'essayer d'être performant dans la classe, dans la série dans laquelle on participe. Voilà. Donc c'est vraiment l'objectif principal. Et pour ça, il faut. Avec quel bateau, pardon, avec quel bateau? C'est un catamaran de 52 pieds. À bord duquel j'ai fait la route du Rhum et qu'on a construit il y a 2 ans et qu'on essaye de qui est un bateau très intéressant. C'est un bateau vraiment passionnant, c'est un bateau qu'on a voulu léger. Forcément, lorsqu'on a fait toute sa carrière dans la compétition, dans la course, on a essayé de faire quelques innovations à bord. Bien et c'est un bateau, justement, vous me parliez avant l'émission de Marc Pajot, il est venu naviguer avec moi sur des courses aux Caraïbes l'hiver dernier. Et c'est la première fois d'ailleurs que je navigue avec lui, mais enfin c'est intéressant. Voilà. Donc voilà, l'objectif c'est de réunir les fonds nécessaires, c'est-à-dire le partenaire nécessaire qui va me permettre d'arriver jusqu'à la route du Rhum. Mais ce qu'il faut noter sur ce bateau qui est intéressant, c'est un bateau qui, le châssis est neuf, mais en fait tout l'équipement, et quand je parle tout l'équipement, c'est-à-dire le mât, les appendices, sont issus de la réutilisation d'éléments de bateaux de course. D'autres bateaux. Alors je ne sais pas si c'est des questions qu'on peut poser, mais il faut un budget de combien pour faire une route du Rhum, disons que là on a entre 400 et 500 000 étalés sur 2 ans, voilà. Donc 400, 500 000 euros. Oui, 500 000 euros. Ouais. Parce que moi j'avais entendu parler à une époque. Même, ça dépend des bateaux. Hein. Ça dépend des bateaux. J'entendais parler de plusieurs millions parfois. Ça dépend des bateaux, ça dépend si vous construisez un nouveau bateau ou pas, ça dépend si vous utilisez un bateau qui existe déjà, dans quelle classe vous courez. Je précise, c'est salaire skipper inclus. Hein. Ah bah, merveilleux. Mais les skippers, devant. Je blague, mais en fait... Marc, vous venez de trouver un sponsor. Là. Voilà, non, Et en plus, il l'a dit à la télé, donc... Non, mais on peut faire un appel aussi. Oui, mais en plus, nous, on essaie vraiment de cibler des entreprises qui sont dans l'innovation. Et en fait, ce qu'on veut, c'est montrer que ce bateau est un vrai labo de... On essaye, on propose aux entreprises avec qui on discute d'essayer des produits, essayer des nouvelles choses. Et c'est pour ça qu'on a quelques partenaires qui fonctionnent avec nous, justement, pour utiliser ce châssis qui est ce beau bateau et de s'en servir comme bateau labo. Voilà. Et là, on est vraiment au cœur du sujet. Et voilà. Donc, il faut qu'on avance et qu'on travaille. C'est vrai, on a parlé du risque. On s'écarte un petit peu. Non. Trouver de l'argent, enfin se lancer sur un projet sans avoir trouvé le budget global, c'est un risque majeur aussi. Que beaucoup de marins, énorme. En fait, comme beaucoup de marins, parce que je ne suis pas le seul, mais on a toujours, depuis longtemps, lancé des projets en étant hyper confiant, mais sans avoir le moindre centime. Ça, et donc, même si on essaie d'avoir une apparence un peu solide, un peu
On peut être un peu fébrile si on gratte un petit peu derrière. Mais bon, voilà, ça nous permet d'avancer. Et c'est vrai que si on ne prenait pas ce risque-là de démarrer des projets, même sans avoir des sponsors, bah, ça veut dire déjà qu'on croit à notre projet. Et puis le fait d'avancer, bah, ça peut permettre la passion est une locomotive. Exactement, ouais. Sans passion, on n'avance pas de toute façon. Si Marc Guillemot avait appliqué le principe de précaution, il n'aurait jamais fait de course à la voile. Les Vikings ne seraient pas partis, Christophe Colomb n'aurait pas traversé la Baltique, et même Newton ne serait pas risqué à faire la sieste sous un pommier. Vous avez noté dans votre livre, d'ailleurs, j'ai vu ça. C'est intéressant. Vous avez raison. Écoutez, merci d'avoir une vision à la fois, de toute façon, de grands marins. Et j'espère que cette émission vous a plu. On est sorti un peu effectivement du cadre habituel de nos options géopolitiques. Mais voilà, cette émission passe à une période un petit peu estivale où on peut rêver à des horizons lointains. Merci et à bientôt pour une prochaine émission avec Alain Juillet. Merci Claude. Merci à vous deux pour cette très intéressante émission. Pour participer à ce jeu concours, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce lien. Vous découvrirez les questions autour de nos émissions. Je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite aussi de gagner les nombreux lots que nous vous proposons. Merci et à bientôt.